Pourquoi je parle de budget électoraliste? Quels critères utiliser pour parler d'un budget électoraliste? Bien sûr, il y a l'augmentation des dépenses de cette année. Bien sûr, il y a la baisse des impôts. Mais la question à laquelle on doit répondre pour savoir si le budget est électoraliste, c'est de se demander si le budget qui a été déposé aujourd'hui pourrait être déposé tel quel l'année prochaine ou dans 2 ans. Et la réponse, c'est clairement non. Ce budget ne pourrait pas être redéposé l'an prochain ou l'année prochaine parce qu'il cause des dommages dès cette année. Tout d'abord, dès cette année, il y a des déficits, puis il y en a pour les 2 années suivantes. Déficit important. Qu'est-ce que ça veut dire un déficit? Ça veut dire des revenus qui sont plus petits que les dépenses. Deuxième élément, dans le budget, on puise, on utilise la supposée réserve pour éponger les déficits et les montants qui sont en cause sont importants. On parle de 1,6 milliard en 18-19, 940 millions en 19-20, 480 millions en 2021. Mais il faut bien comprendre que la réserve, ce n'est pas un compte de banque dans lequel on a stocké de l'épargne et puis duquel on retire de l'argent quand ça va mal. Ce qu'on appelle la réserve ici, c'est une simple écriture comptable. L'argent des surplus précédents a été versé sur la dette. Il n'y a pas de compte de banque. Tout ce qu'il y a, c'est une écriture comptable et le fait d'avoir de l'argent dans la réserve, ça empêche le déclenchement des mécanismes de la loi sur l'équilibre budgétaire. Point à la ligne. Cela veut dire que malgré les déficits de cette année, de l'année prochaine et de l'année suivante, le gouvernement n'aura pas à restaurer la situation, n'aura pas à redresser la situation parce qu'il a des surplus antérieurs. C'est tout. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année et pour les 2 prochaines années, il y a des déficits. Troisièmement, on constate une réduction draconienne des dépenses. Dès l'an prochain et pour les années suivantes, on parle de taux de croissance des dépenses en 18-19 à 4,7 % qui tombe à 2,8 % en 19-20, 2,6 % en 20-21 et ainsi de suite. Alors, tous ces phénomènes, puis en particulier les déficits, font en sorte que ce budget ne pourrait pas être redéposé de la même manière l'an prochain ou l'année suivante, et il s'agit donc d'un budget électoraliste. D'ailleurs, la vérificatrice générale qui pourra se pencher sur le cadre financier du gouvernement pourra confirmer ce que je viens de vous dire. Le budget de cette année n'aurait pas pu être déposé l'année prochaine ou dans 2 ans. Autre illustration du budget électoraliste, c'est le comportement des dépenses que vous voyez sur ce graphique. C'est en quelque sorte le doigt d'honneur des libéraux aux Québécois. Et vous voyez que, dans le fond, on passe d'austérité à bonbons électoraux, à élection, à austérité. Et ce phénomène-là, il est très facile à voir. Vous allez le retrouver dans plusieurs graphiques du budget. C'est important de noter que le cadre financier, donc, il n'est pas soutenable tel qu'il est présentement, et on puise donc, on génère des déficits. Mais la situation serait encore pire avec la CAQ si elle formait le gouvernement sur la base de ce qu'elle nous a dit à ce jour. Parce que l'impasse financière léguée par le Parti libéral, combinée à des promesses de baisse d'impôts supplémentaires irresponsables et irréalistes, bien, ça mènerait à une détérioration encore plus forte du cadre financier et des jours encore plus sombres pour la santé et l'éducation adviendraient dans le futur. Parlons de santé et d'éducation, si vous voulez, les missions fondamentales de l'État. Bon, malgré les dépenses supplémentaires qui sont annoncées cette année, il faut tout d'abord constater qu'il en manque encore beaucoup pour combler les manques des dernières années, parce qu'on est aujourd'hui à l'aube d'une élection, c'est le temps des bilans, et il en manque encore beaucoup. Tout d'abord, en éducation, si le gouvernement avait respecté la promesse de dépenser
3,5 % en éducation, tel qu'il avait été promis au moment de l'élection en 2014, il y aurait 3,4 milliards de plus qui auraient été dépensés depuis 2014. Si vous voulez, je vous fournirai le graphique pour que vous le voyez. Mais en gros, 3,4 milliards de plus auraient été dépensés ces dernières années. Et 3,4 milliards de dollars, évidemment, c'est un beau gros chiffre, mais c'est surtout des services aux élèves en moins qui n'ont pas été fournis pendant toutes ces années-là. En santé, même analyse, vous vous rappellerez, M. Couillard s'était engagé à des dépenses de 4 % en santé. En santé, si vous faites la même analyse et vous regardez le manque à gagner chaque année, vous arrivez à un cumul de 6,4 milliards de dollars manquants qui n'ont pas été dépensés depuis 2014. Et seulement pour cette année, je sais que c'est peut-être pas facile pour vous de le voir, mais il manque 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est l'effet cumulatif des dépenses qui n'ont pas été réalisées puis effectuées en santé. 1,5 milliard, donc, cette année qui manque. Par ailleurs, évidemment, la question de la rémunération des médecins est lancinante. Elle demeure importante. Vous savez qu'au gouvernement libéral, on se refuse à revoir les ententes. Il s'agit de milliards de dollars. On a calculé que seulement pour les médecins spécialistes, sur 10 ans, 5,2 milliards de dollars de plus seront versés aux médecins. En 19-20, l'argent versé aux médecins, ça représentera 23 % de l'argent neuf en santé. C'est donc dire que cette question-là demeure importante. De notre côté, au Parti québécois, je vous rappelle qu'on s'engage à geler la rémunération des médecins et à prendre les sommes disponibles pour les investir en soins à domicile, pour augmenter le nombre d'infirmières, pour améliorer la qualité de vie de nos résidents des CHSLD et ainsi de suite. Dans le cadre financier, en passant, dans le cadre financier du gouvernement, on nous refait la promesse d'investir 3,5 % en éducation et 4 % en santé dans les prochaines années. Il faut quand même le faire. Après 4 ans à rater la cible de manière systématique, 4 ans à ne pas investir les 3,5 % en éducation, à ne pas investir les 4 % en santé, on a le culot de remettre 3,5 % pour les prochaines années en éducation et 4 % en santé. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Je vais aller sur 2 derniers points. La question du commerce électronique et des paradis fiscaux, question qui me tient à cœur. Il y a des gestes qui sont posés quant à la taxation du commerce électronique dans le budget. Le gouvernement, en fait, annonce qu'au 1er septembre 2019, il y aura inscription obligatoire des vendeurs étrangers de biens incorporels. Là, on parle ici de musique, de films, de logiciels, de téléséries. C'est bien. On annonce aussi que pour les biens incorporels et corporels du reste du Canada, il y aura obligation d'inscription. Mais on manque le bateau de façon importante, et j'en ai déjà parlé. Quant aux biens corporels, on parle ici des vêtements, des bijoux, des livres, des appareils électroniques. Pour tous ces biens-là qui proviennent de l'étranger, on continue, l'approche du gouvernement, c'est encore de continuer à se fier aux douanes canadiennes. Douanes canadiennes qui sont notoirement inefficaces et incapables d'aller récolter les taxes. Et pour que ce soit clair, les pertes fiscales découlant des biens corporels achetés à l'étranger, ça représente quasiment 60 % des pertes fiscales du gouvernement. Autrement dit, sur la question de la taxation du commerce électronique, c'est le statu quo pour essentiellement 60 % des achats des Québécois. Et ça veut dire que l'iniquité fiscale qui existe entre les commerçants québécois qui vendent des biens corporels et ceux qui les vendent sur des portails électroniques à l'étranger, cette iniquité fiscale demeure. Bon, j'ai constaté aussi que sur la question des paradis fiscaux, il y avait essentiellement rien. Alors, pas de taxes sur les profits détournés, pas de retrait des conventions fiscales avec les paradis fiscaux. Bref, le gouvernement maintient cette approche qui consiste à ne rien faire sur les paradis fiscaux. Et je conclus sur la situation économique, brièvement, simplement pour vous dire que
Pour la suite des choses, ce qui sera important, c'est la croissance économique qui nous permettra de financer nos services publics. Et cette croissance économique, malheureusement, elle ne sera pas aussi forte qu'elle devrait l'être parce que l'investissement des entreprises n'a pas été au rendez-vous dans les 4 dernières années. L'investissement des entreprises, aujourd'hui, est encore à un niveau inférieur à celui auquel il se trouvait en 2013, sous l'ancien gouvernement. Donc, en 4 ans et demi, on n'a pas été capable de revenir au niveau de 2013. Et la conséquence, évidemment, elle est quant au taux de croissance qu'on observera dans les prochaines années. Et on constate, après l'année 2017, qui aura été une bonne année au plan de la croissance économique, on constate une décroissance importante. Et le Québec va repasser, en termes de croissance économique, dès 2019, sous les niveaux de l'Ontario et des États-Unis. Alors, évidemment, ce n'est pas le meilleur scénario pour une société vieillissante, une société qui veut financer des services publics de qualité. Cette mauvaise performance de l'investissement est malheureuse. Alors, je m'arrête là-dessus.